Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début mai 2024 avec aujourd'hui la chance de recevoir Pierre Chaillot, que vous avez bien connu dans le conseil scientifique indépendant et puis sur sa chaîne Décoder l'écho, qui nous a beaucoup apporté en termes d'éclairage statistique, épidémiologique, méthodologique sur la question des tests, sur la question de la mortalité toute cause, la mortalité Covid, de la morbidité, sur des enjeux liés à la prescription médicamenteuse de Rivotril, sur qu'est-ce qui avait bien pu se passer dans les EHPAD, et puis au fond une sorte de dégonflement de la gravité de la crise grâce à ce regard à la fois statistique et mathématique. Donc bonjour Pierre, tu vas bien ? Bonjour Louis, ça va très bien et toi, merci. Ouais, merci, ça va bien. Tu reviens d'une tournée parmi des collectifs en France, qui est toujours quelque chose à la fois fatigant et rafraîchissant. Ça permet de voir toute la vigueur, en gros, de l'activité citoyenne qui s'est développée à la faveur du Covid. Tu es venu présenter une sorte de synthèse, d'état des lieux de tout ton travail de ces dernières années. Est-ce qu'avant de commencer là-dessus, tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui ne t'auraient jamais vu ? Oui, qui sont certainement très nombreux en France. Donc, je m'appelle Pierre Chaillot, je suis statisticien. Puis depuis le début de cette crise, même avant en fait, j'ai une petite chaîne qui s'appelle Décoder l'écho depuis presque 10 ans, où je prends les différents indicateurs statistiques qui sont utilisés par les médias. À la base, mon dada, c'est plutôt l'économie. Et donc, j'explique les indicateurs utilisés, la dette, le PIB, le chômage, de façon à ce que les gens puissent s'extraire de la propagande médiatique qui est utilisée pour leur faire adhérer à certains choix politiques, tout simplement. Et donc, les médias, les politiques utilisent ces indicateurs-là pour vous dire qu'il faut voter pour eux parce que voilà, il faut amener le monde dans telle ou telle direction. Et juste le fait de comprendre l'indicateur en lui-même, de savoir ce qu'il veut dire, ça permet de comprendre que, la plupart du temps, le politique ou le journaliste n'a rien compris à l'indicateur lui-même et qui fait que répéter un discours prémâché pour transmettre du prêt-à-penser, comme on dit, de façon à faire avancer les gens dans une certaine direction. Et du coup, depuis le début de cette histoire de Covid, j'ai pas fait autre chose. J'ai juste pris les indicateurs qui, cette fois-ci, sont plus économiques, mais étaient surtout démographiques, pour expliquer d'où venaient les indicateurs, comment ils s'étaient construits et ce qu'ils racontaient pour s'extraire de la panique générée par l'utilisation des chiffres à outrance par le gouvernement, tant de morts du Covid tous les jours, machin truc. Voilà. Une fois qu'on comprend l'indicateur, qu'on le remet dans son contexte global, on sort de la peur et puis on arrête de se faire manipuler. Donc ça, c'est l'histoire de ma chaîne. Et puis, il y a quelques mois, années maintenant, tout le travail que j'avais fait pendant toute cette période où j'avais produit, 150 articles, un truc comme ça, et autant de vidéos, j'avais tout reconstruit, reconstitué, mis ensemble, fait synthétiser pour écrire un livre, et puis qui est sorti en janvier 2022. Voilà, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et puis, il y a une version poche qui est sortie là en janvier 2023. Et pendant, en accompagnant sa sortie, j'ai fait une tournée un peu partout en France. J'ai dû faire 70 conférences, quelque chose comme ça, pour aller voir les différents collectifs et puis m'adresser directement aux gens, répondre à des questions. Et je suis même étonné que les conférences continuent. Je suis toujours sollicité, ça fonctionne bien. Et on a vraiment des salles remplies. Donc c'est assez drôle de lire le regard du mainstream ou des fact-checkers qui disent que les complotistes, c'est des dangereux imbéciles analphabètes. C'est eux qui achètent le plus de livres, en tout cas. Donc c'est assez intéressant pour les analphabètes d'acheter des livres et de les lire. Et puis, encore une fois, les conférences sont pleines. Quand on voit les conférences politiques de En Marche où il y a 10 Pékins dans la salle, même en en faisant venir partout en France pour essayer de remplir, je peux vous assurer qu'en conférence qu'organisent les collectifs, il y a vraiment du monde. Même dans les petits patelins, il y a 100 personnes à chaque fois. Enfin, c'est vraiment impressionnant, le nombre de personnes qui veulent s'informer autrement, qui viennent assister, qui posent des questions. Voilà, tout ça, c'est vraiment très intéressant et c'est positif. Ouais, merci beaucoup pour tout ce travail parce qu'en plus, quelque part, ça nuit à ta carrière, on pourrait dire. C'était pas forcément un bon plan pour avoir une promotion au sein des instituts d'épidémiologie et de statistique. Je comprends à travers ce que tu dis qu'au fond, ton métier, c'est d'essayer de donner une grille de lecture sur le tableau de bord de notre société, un tableau de bord où il y a plein de voyants, plein d'indicateurs partout, comme sur le tableau de bord de notre voiture, et qui nous aide à comprendre est-ce qu'il y a vraiment un warning, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en cours, est-ce que c'est une lumière qui s'allume pour rien et qui est mal conçue dès le départ.
Tu as fait un gros travail sur la question du codage et du report du codage, qui est quelque chose de très important que nous, on comprend en tant que médecin hospitalier, parce qu'on passe notre temps à coder des actes diagnostiques et à voir à quel point ils sont merdiques, à quel point ils ne correspondent pas au réel de ce qu'on a vécu dans le soin. On passe notre temps à mettre des actes marqueurs, à faire des certificats de décès où ce qu'on écrit relativement à la mort de quelqu'un est juste complètement à côté du réel, quoi, et correspond à un truc qu'on fait à 4 heures du matin pour s'en débarrasser. En fait, on s'en fout et n'est jamais pertinent. Et souvent, c'est laissé dans la main des internes, voire des externes. Donc, vous imaginez à quel point ça pourrait être fiable. Donc, on sait même difficilement de quoi les gens meurent, hein, au fond, statistiquement. Donc, toi, ça a été une grosse partie de ton travail. Ainsi que d'aller regarder ce que c'était que cette histoire de test, parce que tous les Français ont dû subir des tests diagnostiques, et pour toi, c'est un des grands scams de cette histoire, non? C'est même le majeur. Tu as raison de souligner, sur les voyants, en fait, c'est pas neutre. Les voyants qu'on met en place, que ce soit, voilà, en épidémiologie, ou même en économie, hein. Les voyants, c'est-à-dire les indicateurs que l'on crée, ils ont une dimension politique. C'est-à-dire qu'au moment où on les crée, on sait qu'ils vont avoir, on va dire, un pouvoir, qui va être normatif. C'est-à-dire qu'ils vont donner une définition du bien et du mal. Donc au moment où on crée le voyant, on sait déjà qu'il y aura un côté où, quand on va compter si c'est trop bas ou trop haut, ça dépend c'est un cas sur deux, mais qu'on va dire c'est mal, et l'autre côté c'est bien. C'est le cas notamment pour le chômage, hein, et qu'on va pas se poser d'autres questions. Et ce qui fait que, en mettant ce voyant, on va inciter la personne qui est responsable de la situation à aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est comme un jeu, c'est-à-dire qu'elle va gagner des points si elle va dans un certain sens et en perdre si elle va dans l'autre. Donc on a toujours un caractère normatif et politique. Et donc la création même de chaque indicateur pose question, parce qu'on est déjà en train d'influencer quelque chose. Et donc si on ne s'est pas posé la question des conséquences de cet indicateur, enfin on peut aller dans le mur, hein, en poussant les gens à aller dans un certain sens. Bon, je vais prendre un exemple, voilà, sur le chômage, hein, les gens connaissent pas la définition du chômage. Donc quand on dit que le chômage augmente, voilà, ça peut leur faire peur. Quand il diminue, ils se disent ah, c'est bien. Et comme ils connaissent pas la définition, on peut jouer sur un certain paramètre de façon à faire baisser le chômage sans que ce soit bien, hein. Bon, par exemple, un chômeur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un emploi. Vous n'avez pas d'emploi, mais vous devez être capable d'en prendre un dans la semaine, n'importe lequel. Enfin, si on vous en propose un, vous êtes capable de le faire. Bah, autrement dit, si on vous supprime les moyens de garde que vous avez pour vos enfants, ce qui est le cas en Allemagne, où il y a, on va dire, quasiment aucun moyen de garde à moins que vous payiez, bah, vous n'êtes pas capable de prendre un emploi dans la semaine. Vous n'êtes donc pas chômeur. Voilà. Donc il y a un taux de chômage extrêmement faible en Allemagne, tout simplement parce que toutes les femmes qui ont des jeunes enfants ne peuvent pas prendre un emploi dans la semaine, parce qu'on les occupe à s'occuper de leurs enfants. Enfin, voilà. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste un indicateur. Et donc, en Allemagne, il n'y a aucun intérêt, par exemple, à développer les crèches, etc., parce que voilà, on a un faible taux de chômage aussi, parce que les femmes sont déjà occupées, ne peuvent pas prendre un emploi, donc elles ne sont pas au chômage. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Les tests, c'est un autre indicateur. Comme tu Ouais, l'as dit. finalement, ça correspond Oui. finalement à essayer de décrire le réel, qui est trop complexe, par une interprétation de ce réel qui est forcément un peu biaisé, forcément limité, et qui correspond aussi à s'emparer de sa capacité d'action dessus. Si on dit une épidémie, c'est le R0, et ça se résume à ça, alors que ça pourrait être quelque chose d'extraordinairement complexe avec plein d'éléments, et ben, tout le monde va s'activer, essayer de diminuer le R0. Et on a entendu cette histoire de R0 pendant des semaines, des mois, justifiant toute décision, l'idée d'aplanir la courbe qui a été reprise par tous les fact-checkers. Je me souviens de ces Tronchambier et autres en train d'expliquer qu'il fallait aplanir la courbe. Tu les avais un petit peu Oui, brocardés et d'ailleurs. ils font le geste, hein. C'est une vraie, enfin, voilà, c'est comme en religion, voilà, hop, là, ou bien autre chose, et là, voilà. On avait la psalmodie à aplanir la courbe, et même les gens répétaient sur les plateaux, c'est extraordinaire. Il faut aplanir la courbe, et tu as tout le public qui fait. On a vraiment, voilà, le geste religieux qui se met en place pour aplanir une courbe, hein. Voilà, c'est-à-dire que moins concret que ça n'existe pas. On est dans la folie pure. Voilà. Ouais, il y a une Euh, distance qui se met petit à petit entre le réel et les mots qu'on utilise pour le décrire. Et petit à petit, cette distance se tend jusqu'à casser. Et en gros, les mots ne correspondent plus à rien, quoi. Ils sont du blabla qui nage dans le virtuel, quoi, dans une sorte de métaverse où on s'imagine un monde terrible, où on aplanit la courbe, on diminue le R0, on lutte contre. Enfin voilà, on fait de la distanciation, etc. Est-ce que justement, toi, tu peux nous aider à remettre quelques concepts clés qui te semblent utiles à lire cette épidémie, à mieux la comprendre dans son volume, dans sa morbidité, dans sa gravité? Bah déjà, faut revenir au réel, c'est-à-dire que normalement, ce qui fait une épidémie, c'est des malades, c'est des gens en fait.
le paramètre qui a disparu complètement, heu, aussi bien dans cette crise que dans la médecine, c'est le concept de personne, d'individu. C'est-à-dire que même, on parlait tout à l'heure de l'enregistrement des maladies où on demande aux hôpitaux ou même aux médecins de décrire des maladies, ils décrivent plus des gens. C'est-à-dire que dans le principe même de la santé, la personne a disparu, hein, de tous les indicateurs. Il y a pas de gens, il y a des maladies. C'est d'ailleurs, quelque chose d'intéressant qui remonte au XXe siècle, à savoir que toute la recherche ou la définition de la santé, ne s'occupe plus des gens et d'améliorer la santé des gens ou de leur faire recouvrer la santé, mais de tuer les maladies, hein, et c'est pour ça que d'ailleurs, enfin, c'est un rapport avec le fait que la plupart des médicaments sont des poisons tuant telle ou telle bactérie ou tel ou tel, virus. Et c'est vraiment un concept et une façon de concevoir la santé, qui est perd pied totalement avec la réalité. On retrouve aussi avec les discussions de personnes qui, on va dire, qui se plaignent du morcelage de la santé avec le fait qu'il y ait des spécialités, maintenant qui sont où les gens sortent en spécialité de mani assez tôt dans leur parcours médical et se spécialisent sur un seul organe, là où des gens sont, des humains sont composés de multiples organes et toujours la maladie est multifactorielle. Et donc selon le spécialiste qu'on va voir, on peut avoir un tropisme ou une déformation professionnelle, un biais de la personne qui va tout voir sur son organe à lui, et oublier les autres. Bon voilà, mais bref, ce morcelage ce découpage de la réalité et l'abandon de l'humain, quelque chose de, enfin, la personne en fait qui est malade, c'est extrêmement problématique et encore une fois, ça déforme la pensée pour aller dans une certaine direction. L'aboutissement de cette pensée, cette disparition du réel, c'est ça, c'est l'abandon du malade, pour compter un autre truc. Et c'est là donc tu as dit que le principal outil de ça a été le test. C'est-à-dire que, pendant toute la crise, on a complètement abandonné la notion de personne, de malade, d'individu qui serait pas bien, pour le remplacer par un indicateur qui a un nombre de tests positifs dans la population. Ça, c'est complètement fou, hein, de faire disparaître ça. Alors que normalement, on va dire d'un point de vue logique, ce qu'on pourrait appeler une épidémie, c'est, sans parler de transmission haute, c'est juste on aurait une situation épidémique quand à un moment, dans un certain territoire, une certaine société, on aurait un grand nombre de personnes malades. La maladie étant définie, voilà, par quelqu'un qui a des symptômes, qui se sent pas bien. Ça, on peut même avoir des épidémies, sur un caractère psychologique, hein, peu importe. Mais voilà, c'est ça la définition et on a remplacé ça par un nombre de tests positifs. Et complètement en dépit du bon sens, pardon. Et ce qui est assez fou, c'est le nombre d'instituts, de chercheurs qui sont rentrés là-dedans, même du côté, côté gouvernement évidemment, puisque c'était la doctrine, mais même du côté, on va dire, de la dite résistance, et qui ont fait ces comptages-là en oubliant complètement le caractère humain, et qui ont fait comme si ces comptages-là, en plus, étaient honnêtes et avaient une quelconque valeur de sondage. Évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas scientifique, c'est même pas une représentation, c'est un sondage, quoi. Si on voulait dire que c'est un sondage, il faudrait tester tous les jours le même nombre de personnes dans la population, voilà, de manière, sans, on va dire que ce serait un institut qui déciderait qui on teste, une certaine représentation de la population qu'on teste tous les jours, et là on pourrait construire une image du nombre de personnes positives dans la société. C'est pas ça du tout qui a été fait. Il y a, à certaines périodes, on a fait peur aux gens en mettant des lois, hein, qui les forçaient à aller se tester tous les jours, et du coup on avait des décisions d'aller se faire tester au cours du temps qui dépendaient uniquement des décisions administratives et des mesures qui étaient mises en place. Donc c'est même d'un point de vue statistique, tout est bidon, quoi. Enfin, il y a rien de valable dans ce qui a été fait. Et c'est complètement inutilisable et ça n'a rien de scientifique. Ça, c'est le premier point. Donc la méthode est ascientifique. Il y a rien du tout qu'on peut faire avec ces chiffres-là. Calculer un R0 avec ça, bon courage, on peut pas. Enfin, on peut rien en faire. Et puis, deuxième chose, quand on étudie ces résultats, on se rend compte, et qu'on essaye de rapprocher la notion de test positif à la notion de malade, on voit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Et ça, c'est grâce notamment aux statistiques du ministère de la Santé. Voilà, moi je ne savais pas avant de m'y mettre. Et puis voilà, une fois qu'on a les résultats sous les yeux, on est bien obligé d'admettre que les tests, c'était juste n'importe quoi d'un point de vue médical, hein. C'est-à-dire qu'on n'a aucun rapport entre une personne qui a un test positif et une personne qui est malade. À partir de là, ces tests-là sont juste à foutre à la poubelle, mais totalement. Et ils sont d'autant plus dangereux
encore une fois, qu'ils parviennent à déformer le visage que l'on a de la maladie, à savoir qu'on s'en fout maintenant dorénavant des symptômes, et on va considérer malade une personne qui se trouve avec un test positif alors qu'elle est en parfaite santé. Et on a fait cette bascule-là, et pas que pour cette histoire de Covid. Moi, je le découvre là-dessus, mais en fait, ça fait très longtemps que ça, c'est en place. Et finalement, il y a de très nombreuses prétendues maladies pour lesquels on ne définit pas de symptômes particuliers, mais on met en place des tests qui sont censés te définir en tant que malade. Ça, c'est extrêmement dangereux, et je pense que le plus gros risque que nous avons pour la santé, c'est ça. C'est finalement, ça participe à l'industrialisation de la médecine, où on abandonne la question du malade personne unique qui rencontre un praticien, et qu'à la place, on a des gens, peu importe, qui se font tester pour un oui ou pour un non, et c'est la manière dont ça va s'allumer qui va les définir en tant que malade ou pas. Et ça, c'est vraiment c'est une perte pied. Il n'y a plus aucun lien avec la réalité dans cette histoire-là. Ouais, d'autant, merci d'insister sur ce point, parce qu'il y a à la fois un problème statistique, épidémiologique, mais surtout un problème médical, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'une inversion complète du processus habituel diagnostique, les tests, quels qu'ils soient, en fait, sont des éléments qui permettent d'affiner la probabilité post-test d'avoir une maladie. Il s'agit d'une probabilité. Quand quelqu'un arrive avec des symptômes, il tousse, il crache, il a de la fièvre, on dit il a globalement une infection respiratoire. On est en décembre, par argument de fréquence, c'est probablement viral. On va faire une radiologie. Cette radiologie nous trouve qu'il y a une atteinte diffuse du poumon. On augmente la probabilité post-test encore que ce soit viral et pas bactérien, parce que quand ça touche un peu tout le poumon, c'est plutôt viral, que quand c'est bactérien, c'est plutôt focal à un endroit. En tout cas, c'est l'expérience qu'on en a. Et puis, on va faire une numération de formules sanguines qui retrouve des globules blancs élevés avec si jamais il y a beaucoup de polynucléaires neutrophils, on va dire tiens, ça colle pas, c'est plutôt bactérien. Si jamais c'est plutôt des lymphocytes, on va dire tiens, c'est plutôt viral. Bref, à chaque fois, on va essayer d'affiner notre probabilité initiale de dire il s'agissait bien d'une infection virale respiratoire hivernale. Mais en aucun cas, le test ne fait le diagnostic, le tampon diagnostic terminal. D'autant plus que la plupart du temps, les médecins eux-mêmes ne connaissent pas les caractéristiques du test, c'est-à-dire sa valeur prédictive positive, négative, sa sensibilité, sa spécificité. Et donc connaissent vaguement ce qu'il veut dire. Alors même que les tests sont toujours insuffisants. Il y a assez régulièrement des tests qui donnent des résultats positifs, alors même qu'il n'y a pas de maladie, comme tu l'as dit, des tests qui donnent des résultats négatifs alors que la maladie est là. Et donc, le test n'est sûrement pas un fil à couper le beurre permettant de dire mieux que le médecin, mieux que le malade, mieux que l'ensemble de l'évolution dans le temps, qu'il y aurait une personne malade à un instant T. Et donc, on a inventé, grâce à cette épidémie, le concept de malade asymptomatique. Tout à fait. Juste une question de vocabulaire, spécificité, sensibilité, ce sont les deux paramètres qui mesurent la fiabilité d'un test. Mais pour mesurer la fiabilité d'un test, il faut pouvoir le connecter à une certaine réalité, une réalité définie de manière scientifique. Pour les auditeurs, chacun connaît le test de grossesse, où une femme fait pipi sur un test, et puis on va regarder si le test est positif ou négatif, pour lui indiquer si elle est enceinte ou pas. Mais attention, la réalité, c'est le fait d'être enceinte, et c'est pas le test. C'est-à-dire que les tests ont une certaine fiabilité. J'aime bien dire que si on fait faire pipi aux 5 millions de petits garçons de 9 ans en Europe sur un test de grossesse, on risque bien d'avoir des tests positifs dedans. Voilà, donc on fait pas démarrer un suivi de grossesse à un petit garçon de 5 ans parce qu'il a un test positif. Voilà. Une grossesse asymptomatique, évidemment, comme tu l'as dit. C'est un peu réac, je trouve, par rapport à l'idéologie dominante. Oui, c'est une discussion intéressante à avoir en ce moment. Mais du coup, on peut mesurer la qualité du test, de tout le test de grossesse, en mesurant le test à sa réalité, c'est-à-dire son gold standard. Voilà, donc c'est-à-dire on fait faire pipi à des femmes enceintes sur des tests de grossesse, et tout test négatif est un faux négatif, et ça permet de calculer la sensibilité du test. Et on fait faire pipi à tout un tas de femmes pas enceintes ou à des hommes si on souhaite sur un test de grossesse, et tout test positif est un faux positif, ça permet de calculer la spécificité du test. Ça nécessite d'avoir un vrai gold standard clinique, c'est-à-dire une réalité. Le problème qu'on a avec les tests Covid-19, ou avec pour l'instant la totalité des tests concernant les maladies que j'ai pu étudier, dont j'ai pu voir les résultats, notamment les HPV, etc., c'est qu'il n'y a pas de gold standard clinique. C'est-à-dire que, notamment pour ce qui s'appelle Covid-19, il n'y a aucune définition scientifique sur les gens se seraient mis d'accord en disant le Covid-19, c'est ça, d'un point de vue clinique. À partir de là, on n'a aucune référence.
Et donc, de toute façon, les tests Covid-19 ne peuvent pas être considérés comme scientifiques, ni même être des diagnostics. Il n'y a pas d'autre choix que de laisser tomber, puisqu'on n'a aucune idée de la valeur du test et de ce qu'il peut valoir dire. C'est pour ça que j'ai fini par étudier les résultats du ministère de la Santé pour me dire, je ne sais pas ce que ça vaut et sont-ils logiques? La réalité, c'est qu'ils sont illogiques et fonctionnent en sens inverse. C'est-à-dire que la majorité du temps, si vous regardez les tests positifs, eh bien, une majorité de gens qui ont des tests positifs sont en parfaite santé. Et si vous regardez les gens malades, une écrasante majorité de gens malades qui se testent ont des tests négatifs, avec les prétendus symptômes du Covid. Donc ça ne va pas. À partir de là, ce qu'on est en train de mesurer, c'est juste du n'importe quoi. Voilà. Je me suis posé la question du HPV aussi, qui sont des séquences qu'on trouve un peu partout sur la peau et notamment sur des verrues. Il n'y a aucun lien qui n'a jamais été fait correctement pour prouver qu'il y aurait un lien direct ou même indirect entre la présence de cette séquence-là et un cancer du col de l'utérus. Ça n'existe pas. C'est une logique inverse où on a décidé que c'était forcément le virus qui faisait la maladie, et puis donc on met en place un test une fois qu'on a trouvé une séquence qui nous plaît, et puis on en devient à définir la maladie avec le test, en abandonnant l'aspect clinique. Et donc c'est là que vient la déformation. Donc j'irai même plus loin, ce ne sont pas des outils de diagnostic, ce sont des outils de déformation de la réalité et qui participent à l'abandon de la notion de malade. Donc non, ils sont complètement inutilisables tant qu'on n'a pas réussi à définir de manière scientifique et on va dire carrée ce que c'était que telle ou telle maladie. Donc si un jour il vous pousse des antennes vertes sur la tête, probablement qu'on pourra définir correctement que c'est une maladie et qu'on pourra peut-être mettre un test qui va avec. Mais pour des notions aussi floues que ce qui a été appelé Covid ou même toutes les infections respiratoires, où l'ensemble des symptômes finalement est à peu près toujours le même, ça ne va pas du tout. On ne peut absolument pas s'en servir. Voilà, à moins de découvrir le prétendu virus commun à tout le monde, qui serait qu'on retrouvait sur toutes ces maladies-là. Sinon, non, on est dans une déformation scientifique où on impose déjà le résultat qu'on veut. Je veux trouver le virus qui vous rend malade. Je trouve un test. Si le test est positif, tant mieux, je veux dire que c'est ça, sachant qu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent donner des infections respiratoires. Regardez ce qui se passait à Wuhan pendant la prétendue début de la pandémie, où il y avait des niveaux de pollution stratosphériques, où les autorités disaient « sortez pas dehors, sinon vous allez mourir d'infections respiratoires ». Bon, on a eu des gens qui avaient des infections respiratoires, on a dit « c'est pas la pollution, c'est un virus ». Bon, voilà. Je pense qu'en termes de concept intellectuel, on peut envisager que respirer des particules à un niveau stratosphérique, ça doit déclencher des infections respiratoires sans avoir besoin de faire intervenir le moindre pathogène là-dedans. Mais si on a envie d'en trouver un, on va se démerder pour trouver celui qui nous plaît, et puis ensuite on va vendre les fameux tests qui vont avec, les vaccins qui sont censés protéger contre ça, etc. Voilà. Donc, mais là, on quitte la réalité et on rentre dans un business basé sur une déformation de la réalité avec des interprétations intermédiaires qui tombent dans le ridicule quand ils en arrivent au fameux balade asymptomatique. Ouais, merci, c'est très important, J'espère que nos auditeurs comprennent les enjeux autour de ça, parce que ça va être vrai pour le Covid, mais ça va être vrai pour plein d'autres maladies, effectivement, où si on vous tag par un test que vous êtes malade ou pas malade, en fait, on passe à côté. Cette idée de gold standard est à conserver pour vous aussi. Peut-être que si on avait fait des tests à tout plein de patients, de malades, de gens qui avaient des symptômes respiratoires, pulmonaires, qui toussaient, qui crachaient, etc., et qu'on avait fait des biopsies pulmonaires à tous ces gens-là, en regardant sur l'anatomopathologie, est-ce que j'ai du poumon abîmé, avec une présence de plein de virus, un effet cytopathogène lié au virus, j'aurais pu effectivement dire tiens, le test est plus fréquent chez les gens, plus fréquemment positif chez ces gens-là, et puis calculer une sensibilité, une spécificité. Et même ce gold standard de l'anatomopathologie, on aurait pu le discuter, dire est-ce que c'est vraiment ça qui rend malade, ou est-ce que je me contente de voir du virus dans un poumon malade, qui est malade pour une autre raison, mais la présence de virus elle-même serait un marqueur étrange de autre chose qui est en train de se passer. Bref, cette question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, elle est présente en médecine, mais aujourd'hui elle est présente dans toute notre société pour à peu près tout ce qu'on nous raconte. Et ça, y a des gens qui ont dit qu'on était dans une sorte d'ère de post-vérité où c'était très difficile de savoir ce qui était vrai ou faux. Et on comprend cette espèce de passionnariat pour les fact-checkers, pour la lutte contre la désinformation, la mésinformation. Et en même temps, on sent que cette désinformation est un outil politique et économique, comme tu l'as dit, puisque le test a été clairement un outil pour définir que le vaccin était efficace, n'est-ce pas ?
Les vaccins sont pas construits, il y a aucun, constructeur de vaccin qui a dit que se faire vacciner, ça rendrait moins malade. Pas du tout, hein. Ils ont juste dit: «Vous aurez moins de tests positifs». Donc c'est encore une fois, on a complètement abandonné, les critères de réalité. Les vaccins sont basés sur des tests, hein, d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile, c'est très facile de tricher sur les résultats de tests, il suffit de pas tester les gens. Enfin voilà, on a expliqué de multiples manières. Dans les différents tests Pfizer, Moderna, ils ont pas du tout testé tout le monde tous les jours, pour prouver que leur vaccin protégeait, d'avoir un test positif. Non, non, les gens se déclaraient au laboratoire quand ils avaient des symptômes et ont décidé de les tester ou pas. Voilà. C'est assez facile de pas tester les gens vaccinés. Comme ça, bah voilà, pas de test, pas de test positif, pas de test positif, pas de Covid, le vaccin marche. Bon. Et cette méthode-là, elle a été répercutée dans tous les pays qui ont utilisé ces vaccins-là, avec les fameux passes sanitaires, hein. On voit très bien que les courbes, au début, bah, ce sont les non-vaccinés qui sont positifs, parce que c'est les seuls qui se testent, vu qu'il y a le pass sanitaire. Et on voit une inversion des courbes au fur et à mesure que les règles tombent. Voilà, quand on dit, bah, tiens, les doubles doses, vous êtes obligé de faire une troisième dose, sinon vous perdez votre passe sanitaire. On voit que les doubles doses se ruent sur les tests. Et donc, bah, il se teste beaucoup plus, donc il devient encore plus positif que les non-vaccinés, ce qui fait un vaccin qui marche à l'envers. Enfin, c'est débile. Et puis, quand le pass sanitaire tombe, eh bien, toutes les courbes sont inversées. Bah, ceux qui sont plus la trouille, ce sont ceux qui ont fait 3 doses et qui se testent le plus, ça devient les plus positifs. Un peu moins positifs qu'eux, c'est les 2 doses. Et les moins positifs du tas, c'est les non-vaccinés parce qu'ils ne se testent pas. Parce qu'en plus, ces tests sont payants pour eux. Donc, on voit que tout ça, c'était des règles administratives et que c'est une escroquerie monumentale, hein. Ça se voit. Enfin, les courbes, vous tapez Vax Impact, la courbe de Guillaume Rosier, officielle des ministères de la Santé, mais c'est limpide. Voilà, c'est complètement fou. J'aimerais Je dire j'insiste là-dessus juste en un mot. Tu l'as montré de manière magistrale avec des courbes. J'invite vraiment les gens à aller voir les vidéos que tu as faites sur la chaîne Décoder l'écho ou à aller voir dans ton livre où tu l'as dit aussi. Je remets la référence ici aux éditions de l'Artilleur et qui maintenant sort en poche. Avec vraiment cette idée que chaque fois qu'on mettait en route une mesure comme le pass ou comme des interdictions X ou Y, eh ben, tous ceux qui échappaient à cette interdiction, en fait, échappaient au test aussi. Parce que, je le dis autrement, si vous n'avez pas le pass, vous n'êtes pas testé. Comme vous n'êtes pas testé, bah, vous n'êtes pas malade. Comme vous n'êtes pas malade, et bah, grâce à votre pass, vous avez le pass soigne la maladie, quoi. On pourrait dire ça. Mais en fait, les vaccins sont extrêmement efficaces pour protéger du test et pas de la maladie. Enfin voilà, ils sont conçus pour ça, ils ont été faits pour ça. Tout ça, ça fonctionne très bien. J'avais Alors fait vous une êtes allé plus vidéo. loin avec Laurent Toubiana pour essayer de trouver, est-ce qu'effectivement il y aurait un gold standard sur lequel cette vaccination serait efficace ou inefficace, quelque chose qui serait indiscutable. Et vous êtes allé voir la question de la mortalité de toute cause. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait et puis qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Oui, je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit avant, notamment sur l'utilisation des tests. En fait, la problématique de l'utilisation des tests pour définir les maladies, si on s'y intéresse, il faut remonter aux années 80 et avec celle du sida. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à utiliser des tests pour définir les maladies. Voilà. La notion de sida, c'est une notion floue, avec des symptômes qui ne sont pas du tout caractéristiques, qui l'étaient au tout début, parce que c'était le sarcome de Kaposi, qui était fulgurant, notamment chez des populations gays américaines, où on a vu des sarcomes de Kaposi fulgurants avec des gens qui mouraient en 15 jours. Donc là, on avait sarcome de Kaposi, on voit des marques sur la tronche, hein, c'est un cancer fulgurant de la peau qui se voit sur le visage. Et donc là, on a vraiment un marqueur extrêmement précis. Et donc là, on pouvait avoir une définition. Mais ça, cette épidémie-là, elle a duré un temps extrêmement court. Et une fois qu'on a, qu'il y a eu les tests qui sont sortis, les tests ELISA, on a changé de définition du sida, où maintenant, c'est une fatigue, ça suffit, ou bien des globules en moins, si on veut. Enfin bref. La notion est passée d'un quelque chose de précis et de, comment dirais-je, de clinique, de visible, à quelque chose de flou, et c'est le test qui a fait la définition de la maladie. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on a fait rentrer ces tests-là d'un point de vue légal. Moi, si les gens sont libres de se tester et qu'ensuite ils sont libres d'aller voir un praticien et qu'ils veulent utiliser le test, limite, on s'en fout. Là, le problème, c'est qu'on a fait rentrer des résultats de tests dans la loi, où les gens qui se sont retrouvés avec un test positif, sans qu'on puisse déterminer, spécificité, sensibilité, puisqu'il n'y a pas de standard clinique, eh bien, se retrouver sous le coup de la loi à être obligés de déclarer en permanence leur état de test positif au sida, être obligés de prendre des traitements,
Interdiction aussi, voilà, d'avoir des enfants. Les enfants qu'ils avaient, s'ils en avaient ensuite, quand on a dit d'avoir des enfants, devaient subir et avoir tout un tas de médocs à la naissance, tout ça, sans qu'on n'ait jamais rien prouvé dessus. Donc ces gens-là sont devenus des rats de laboratoire. Donc ça, il faut quand même se pencher dessus, sur ce qu'on a foutu dans la loi, et on a accepté, parce qu'on avait peur, hein, parce que enfin moi je n'étais pas né, mais parce que les gens avaient peur dans les années 80, des gens qui pouvaient ramener le sida ou distribuer le sida, on va dire. Mais du coup, on a fait rentrer dans la loi quelque chose qui n'a pas trait à une réalité médicale. Alors déjà, faire rentrer dans la loi et des interdictions sur le principe médical, ça devrait être interdit, hein. Un malade, c'est quelqu'un qu'il faut soigner et pas quelqu'un qu'il faut enfermer ou éliminer. Voilà, c'est une conception qui est quand même assez particulière. Mais là, en plus, on est passé un cran plus loin, c'est que c'est le test qui est devenu la référence. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais du coup, il faudrait revenir là-dessus parce que la porte ouverte qu'on a mis dans les années 80, où ce sont des laboratoires créant des tests qui font force de normes et qui font force de loi pour contraindre les gens, c'est le danger. Et en fait, il est rentré par là, très clairement. Voilà, donc ça, c'est juste, je voulais finir là-dessus, hein, sur l'aspect test. Déjà, on peut discuter de la partie scientifique et de la théorie scientifique qui est cachée derrière, ou quand on regarde les statistiques, on voit rien qui fonctionne. Mais le pire, c'est ça, c'est la loi. Limite que les scientifiques se plantent, je m'en fous, mais qu'on fasse rentrer dans la loi ces choses-là, ça c'est hyper dangereux, hein. On est en train voilà, de passer une époque scientiste, ça se voit depuis les années 80 sur ce volet-là, où voilà, c'est des pseudo-tests qui font la loi. C'est juste Avec la une parenthèse que je rajoute. expropriation du médecin comme du patient de Oui, la question de la maladie. C'est-à-dire, c'est plus le médecin qui décide si vous êtes malade ou pas, c'est plus vous-même qui décidez si vous êtes malade ou pas. Si on vous a trouvé une mammographie avec des microcalcifications stade ICA, vous êtes cancéreuse du sein et vous allez devoir subir l'ensemble du truc. Et on sait déjà, que ce soit dans le cancer du sein ou dans le cancer du col ou dans d'autres circonstances, que ce surdépistage aboutit à du surdiagnostic qui aboutit à du surtraitement et à de la surmorbidité induite par la iatrogénie des traitements. oui, tout à fait. La perte de souveraineté, c'est vraiment ce qui est terrible. Alors dans le cas du cancer, quand ça concerne que l'adulte en lui-même, limite, voilà, on pourrait dire, bah, qu'il se défende ou qu'il accepte pas ce qu'on lui dit. Si jamais c'est à votre gamin qu'on trouve ça, vous pouvez pas vous y opposer, sinon vous retirez votre gamin pour mauvais traitement. Mais c'est encore pire dans les cas que l'on dit infectieuses, c'est-à-dire qu'on vous considère responsable de rendre malade les autres, hein. Et ça, c'est terrible, parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques derrière. Vous pouvez y croire ou pas y croire, on s'en moque, mais on fait rentrer dans la loi des choses qui sont en dehors de tout cas scientifique. Il y a un papier qui vient de sortir dans Nature sur Covid-19 qui est assez délicieux, hein, où il y a des chercheurs qui disent bon, bah, on a essayé de transmettre le virus à des gens par voie médicale, on n'a jamais réussi. Enfin, 4 ans après, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on sait tous. Les gens se sont masqués, ils ont été enfermés quand ils étaient malades ou pas d'ailleurs, parce qu'ils risquaient de transmettre. Et maintenant, 4 ans après, il y a des papiers qui sortent en disant bah, c'est marrant, on n'arrive pas à le faire. Enfin, on est à un niveau on va dire de croyance, de scientisme qui est vraiment absolu. Mais bon, peu importe, mais le fait d'avoir réussi à rentrer dans la loi où on enfermait des gens parce qu'ils risquaient de rendre malade leur entourage sur de la base de rien, enfin, c'est complètement fou. Voilà, moi, là-dessus, il y a un manque de la part même de la résistance, j'ai envie de dire, de s'attaquer à l'aspect légal, de contraindre des gens qui seraient malades ou pas, pour le forcer à faire des trucs basés sur de la pseudoscience, hein, et plutôt sur la conception humaine de la maladie et du caractère de la transmission, qui sont des certitudes, on va dire, culturelles, et qui n'ont rien à voir avec des résultats scientifiques solides. Et ça, c'est extrêmement grave. D'un point de vue légal, on devrait s'y attaquer, mais complètement, à toute contrainte qui est faite à une personne saine et même à une personne malade. Encore une fois, un malade, c'est une personne dont il faut prendre soin et il ne faut pas la considérer comme un déchet, une espèce de déchet radioactif qu'il faudrait enfermer quelque part. On est complètement maboule, hein, de penser comme ça. Ouais, donc il y a besoin de reposer ces concepts simples de médecine, de science et en même temps aussi philosophiques sur la Oui, question oui, de la oui. liberté et de la collectivité. Les libertariens, normalement, auraient dû se lever en masse pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où on me fout en tôle parce que soi-disant je transmettrais une maladie à quelqu'un ou soit je transmettrais un test positif à quelqu'un. C'est insupportable. Non, mais on voit qu'on est dans une société particulièrement instable et qui consent au fond à des règles hors normes et très liberticides parce qu'elle a peur de mourir au fond. Est-ce que cette histoire de la mort, tu pourrais nous éclairer un petit peu dessus sur le Covid? Il y a eu des morts, il n'y en a pas eu, et sur le vaccin, parce que toi, tu as travaillé sur ce sujet-là, à essayer de comprendre, est-ce qu'il y avait une surmortalité toute cause liée à l'injection expérimentale?
une espèce d'empoisonnement, finalement, on pourrait dire. Est-ce qu'il y avait une surmortalité toute cause liée à une maladie d'une particulière gravité dans l'année 2020? Alors, dans l'année 2020, si on prend l'année en totalité, globalement, il s'est rien passé de spécial. L'année 2020, c'est la 5e ou 6e année la moins mortelle de toute notre histoire et il y a aucun pays sur lequel en Europe, ni même en Chine, hein. En Chine, en 2020, on bat un record de sous-mortalité, c'est assez intéressant pour une maladie qui ravage l'humanité. Voilà, où on voit une trace, vraiment impressionnante. Normalement, si on dit il y a une pandémie mortelle où on confine tout le monde, on doit voir la mortalité exploser, hein, et pas juste être dans l'espèce de norme de la décennie, voilà, où comme il s'est rien passé dans la décennie, c'est assez facile d'être relativement haut dans la décennie, hein, mais là, pour la France, c'est même pas le cas, on est au milieu. Je parle de la décennie entre 2010 et 2020, quoi. Bon, donc il s'est rien passé vraiment de particulier. Au sein de l'année, on voit certains pics de mortalité qui ont lieu uniquement quand on prend des mesures. Et quand on ne prend pas de mesures, il ne se passe rien, hein. Il y a des pays qui ne prennent pas de mesures particulières pendant la prétendue première vague, notamment la Norvège ou l'Allemagne, où il ne se passe rien d'un point de vue mortalité. Et même en France, où on confine les gens, on dit le virus ravage la France, etc., il y a que quelques rares territoires où on voit des pics de mortalité. Donc voilà, quand on vous présente le graphique français, que vous voyez un pic de décès en mars-avril, c'est pas du tout le graphique français, hein. Vous prenez, il y a 90 départements sur 100, il se passe rien. C'est calme plat, hein. Il y a juste une dizaine de départements, il se passe quelque chose. Et donc, l'étude de mon livre, c'était de me poser la question, mais de quoi sont morts ces gens-là et pourquoi on voit des pics de décès? Tu en as parlé, on voit des traces d'abandon, c'est-à-dire contrairement à une idée reçue, l'année 2020, c'est pas du tout une année de surutilisation de l'hôpital, hein. Pendant les confinements, les lits étaient à moitié vides en France, hein, donc il s'est rien passé du tout. En revanche, vu que les lits étaient à moitié vides, ça veut dire qu'il y a le flux de malades habituels, voilà, notamment les maladies cardiaques ou les AVC, hein, il y en a tous les jours en France qui arrivent aux urgences et là, ils sont pas venus parce qu'ils étaient confinés chez eux, qu'ils avaient personne pour ils étaient seuls, il n'y avait personne pour se rendre compte qu'ils n'allaient pas et donc là, on a perdu du monde, hein, première explication. Deuxième explication, tu en as parlé, le Rivotril, c'est-à-dire que toute personne âgée, dans les EHPAD, on disait: «Il n'y a pas de place à l'hôpital», alors que c'était vide, hein. Donc accompagnez-les vers le décès à l'aide de palliatifs. Ça, on peut compter le nombre de personnes qui ont bénéficié de ce protocole-là, parce que le Rivotril, on peut compter le nombre de boîtes qui ont été distribuées, ça colle, mais nickel. Donc là, on voit très, très bien la trace de la mesure qui a été mise en place. Donc c'est de ça que les gens sont morts. L'hiver suivant, il y a aussi une hausse de mortalité qui est assez précoce parce que tous les ans, pendant le pic hivernal, il y a des décès de personnes âgées, tous les ans. Et encore une fois, il n'y a pas de trace que ce soit à cause d'une maladie qui se transmet, hein, c'est-à-dire que c'est quand le froid arrive que ça rend malade les gens. Donc il n'y a pas de phénomène de transmission, aucun, hein, nulle part, hein. C'est tout le monde qui est malade en même temps chez les personnes âgées et qui meurt en même temps. Donc c'est pas possible que ce soit un phénomène de transmission d'une personne à l'autre, ça marche pas. Donc là, il y a un pic hivernal comme tous les ans, mais il y a un pic qui le précède, qui est pile pendant la vaccination antigrippale. Là, encore une fois, on rappelle la doctrine, hein, on dit le Covid, ça tue tout le monde, il n'y a pas de traitement, machin truc, il faut mettre les gens sur respirateur, ou bien les vieux, il faut les piquer au Rivotril. Il y a une deuxième loi Rivotril qui est votée d'ailleurs, un deuxième décret à ce moment-là. Et si vous regardez la notice des vaccins antigrippaux, c'est écrit, ça donne quoi? De la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, le nez qui coule, possiblement de nausées, diarrhée, tous les symptômes fourre-tout qui sont la définition du Covid-19, qui n'a pas de définition scientifique. Mais bon, bref, ça veut dire qu'on a vacciné tous nos vieux, tous, peut-être 10% se retrouvaient avec les symptômes de ce qu'on appelle Covid, et du coup, on a réappliqué les mêmes mesures débiles à tout ce contingent-là, et donc il y a une hausse de mortalité parce qu'on ne s'occupe pas des gens, voire on les termine, point. Donc il n'y a aucune trace, à aucun moment, d'une quelconque épidémie de la transmission d'un virus. Ça n'existe pas dans les statistiques, il n'y a pas de trace de ça. Vous pouvez voir des tests positifs qui se baladent au moment où on teste des gens, des déclarations Covid à l'hôpital au moment où on dit qu'il faut déclarer tout le monde au Covid, mais c'est tout, hein. C'est pas une preuve scientifique qu'il se passe quelque chose. En plus, les statistiques ont été pilotées parce qu'en mars, quand il y a la première vague, on dit comptez tout le monde en Covid, hein. Donc là, confinement, tout le monde est compté Covid. Et puis, il y a juste à la fin du confinement, le gouvernement décide, à partir de maintenant, pour être compté Covid, il faut un test positif. Il n'y avait pas de test, mais c'est bien parce que du coup, à la fin du confinement, on compte plus personne au Covid parce qu'on teste personne. Donc le confinement a marché puisqu'on compte plus personne au Covid. Enfin bref, tout ça, tous ces comptages-là ont vraiment fait croire à une histoire du virus compté par test ou par codage qui n'a rien à voir avec aucune réalité et qui se traduit par aucun chiffre.
Après, ensuite, quand on lance la vaccination anti-Covid, bah, je remarque, et on est plein à le remarquer, que pile pendant les périodes de vaccination, il y a des morts. Voilà. Au moment où vous lancez la vaccination des plus de 75 ans, vous avez des morts chez les plus de 75 ans, pile en face. Et puis plus tard, quand vous lancez les vaccinations sur les plus jeunes, bah, vous avez des morts chez les plus jeunes, pile en face de la vaccination. C'est pas une preuve définitive de causalité, mais quand même, hein. On a réussi avec Patrick Meyer, qui est un chercheur belge, pardon, à faire relire ces travaux-là, et puis bah, les faire donc par nos pairs, par notamment des biostatisticiens et bioinformaticiens, et les résultats ont été présentés dans un colloque international. Voilà. Donc ça a été fait. On a réussi, à force de tirer des manches, à se faire relire au moins pour vérifier que nos calculs étaient justes. Et puis faire constater à tout le monde que voilà, bizarrement, pile quand on vaccine des gens, il y a des morts. Et on se pose bien la question pourquoi, hein, qu'est-ce qui peut faire ça? Et tu en as parlé tout à l'heure, une statistique qui pourrait mettre des gens d'accord, encore qu'ils trouveraient une manière de nier. Là, pour l'instant, on dit, pile quand on vaccine les gens, il y a des morts, ça correspond aux bonnes tranches d'âge, et puis on ne vaccine pas au même moment les jeunes, les vieux, donc c'est bizarre d'avoir une épidémie de vieux, puis une épidémie de jeunes, enfin, ça va pas, hein. Et puis d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes dates, et pourtant, voilà, à chaque fois, on a ce résultat-là, ou de manière significative, plutôt, on a les pics qui sont synchrones. Du coup, on a demandé au gouvernement avec Laurent Toubiana, vous prétendez qu'il y a un virus mortel qui ravage l'humanité, dont le marqueur serait un test positif, et puis vous prétendez que la vaccination est sûre et efficace et protège du coup des formes graves ou du fait de mourir, mais aurait une vraie protection. C'est simple, donnez-nous les statuts vaccinaux de tous les décès depuis 4 ans, qu'on puisse regarder si, par le miracle de la science, les vaccinés meurent moins. Si on a une épidémie qui ravage l'humanité et que le vaccin est sûr et efficace, les vaccinés meurent moins, hein, c'est tout con. Donc on aimerait bien vérifier. Et on s'est pris un nombre de vents hallucinant, de plus en plus ridicule de la part de toutes les autorités, les unes derrière les autres, et on n'arrive pas à avoir ces résultats. Bon, il y a qu'un seul, en fait, il y a 2 pays qui les ont publiés dont j'ai trouvé. Il y a l'Écosse qui les a publiés très tôt, mais comme ils trouvaient que les vaccinés mouraient trop, ils ont pris leur courage à 2 mains et ils ont supprimé toutes les données d'Internet en disant nous on n'alimente pas les discours complotistes, attention. Et puis il y a les Anglais. Donc Anglais c'est Pays de Galles et Angleterre. C'est les anglo-saxons, ils sont pénibles avec ça. Il y a tout un tas d'instituts différents parce que c'est comme en foot ou en rugby, c'est pas les mêmes découpages. Bref, donc là, Pays de Galles, Angleterre, ils fournissent des données de décès selon le statut vaccinal, et on voit quoi? On voit que ce sont les vaccinés qui meurent trop, hein. Quand on compare le taux de vaccins dans la population au taux de vaccinés parmi les morts, on trouve qu'il n'y a pas assez de morts chez les non-vaccinés par rapport à la représentation, pardon. Donc, ce sont plutôt les vaccinés qui meurent trop, et on remarque aussi qu'il y a des vagues de décès pile pendant les campagnes de vaccination, hein. Donc bon, ce qui fait que même l'Angleterre, qui est seule qui fournit ces données en tordant le cou, hein, c'est-à-dire en disant non mais regardez quand même, le vaccin marche, le non-vacciné meurt moins. Non, les non-vaccinés meurent. Les non-vaccinés meurent trop, non, c'est pas vrai. Les non-vaccinés meurent moins, et vous avez des problèmes de hausse de mortalité pile pendant les campagnes de vaccination. Donc il y a tous les ingrédients qui sont là, c'est en face de nous, c'est public, surtout tout le monde met des œillères depuis 4 ans. Comme je disais, on vient juste de réussir à se faire publier, alors que avant tout était censuré, hein. Tout ce qu'on pouvait montrer, même avec des calculs simples, les données en Israël avec Alexandre Yoncode et Steve Oana, qui ont été publiés très tôt, tout s'est fait censurer. Avec Laurent Toubiana, on n'a jamais réussi à publier la simple étude de la mortalité toute cause en France, comme c'est des règles de 3, hein, des données publiques avec des règles de 3, ils refusaient nos papiers parce que les conclusions leur plaisaient pas. Alors que tout le monde pouvait vérifier tout ce qu'on faisait, c'était pas compliqué quand même. Voilà, bon. Donc du coup, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent, mais on est toujours dans le fait de refuser de nous donner les données qui pourraient nous permettre d'avancer un petit peu, même si, d'un point de vue statistique, pour moi, il y a tout. À partir du moment où on a des pics de mortalité pile pendant les vagues de vaccination, il n'y a pas d'autre explication possible que c'est ça qui crée les pics de mortalité, hein. Voilà. Mais bon, on pourrait aller plus loin en obtenant d'autres chiffres, il ne veut pas nous les donner, quoi. Ouais, cette surmortalité reste en vrai, quelle que soit la classe d'âge. Et puis, à ceux qui disent: «Oui, mais ça veut dire que les non vaccinés étaient finalement en meilleure santé que les vaccinés», c'est des gens fragiles qui sont vaccinés, donc c'est pour ça qu'ils meurent plus. Tu avais répondu en disant: «Ouais, d'accord, si la vaccination à la fin n'apporte pas de correctif à ça, c'est-à-dire que, c'est un facteur peanuts, par rapport, aux comorbidités X ou Y justement qu'ils avaient». Bon, d'autant plus que c'est même pas vrai qu'il y a, une surmorbidité chez les gens vaccinés par rapport aux gens non vaccinés, puisque c'est vrai, quelle que soit la classe d'âge, même chez des gens jeunes qui n'ont aucune comorbidité, il y a une surmortalité.
Oui, alors il y a des jeunes qui ont, des dites comorbidités que très tôt le gouvernement a dit: «Vite, vous êtes prioritaires aussi» et c'est pendant cette période-là, on voit aussi des toutes petites traces de mortalité chez des jeunes, donc qui à mon sens correspond aux jeunes dits fragiles qu'on aurait, vaccinés très tôt. Donc tu as raison sur le fait que, voilà, si jamais la vaccination est parfaitement invisible dans la mortalité générale, bah, c'est que ça valait pas le coup, hein. Et puis, 2e aspect, c'est nouveau, que les médias disent: «Oui, mais c'est parce que les gens non vaccinés, c'est des gens en excellente santé». Ils ont dit l'inverse tout du long. Voilà, les non vaccinés, c'est des analphabètes poivreaux, d'extrême droite, enfin bref. Ça, c'était le non vacciné, donc c'est-à-dire, voilà, celui qui allait encombrer les hôpitaux parce qu'en plus, il veut même pas se soigner et prendre la médecine moderne tellement il est, une espèce, voilà, un Amish poivreau, on va dire, dans son concept. Et là, aujourd'hui, vu qu'ils ont des résultats qui leur plaisent pas, whoop, c'est l'inverse. Non, en fait, c'est les gens en excellente santé qui sont pas vaccinés. C'est génial. La possibilité de se contredire d'un mois à l'autre en permanence, moi, ça me fascine. Ouais, c'est assez grandiose, la capacité au sophisme, en gros, des médias et des fact-checkers. Donc là, avis à tous ceux qui nous écoutent, les médias mentent, les fact-checkers mentent, les zététiciens sont une secte de gens au service du pouvoir. Point à la ligne, vous ne devez pas les écouter. Et effectivement, dans un moment de post-vérité, etc., c'est plutôt la démarche citoyenne de gens comme Pierre, comme le Conseil scientifique indépendant, comme tous les autres, comme Laurent, comme d'autres, qui vous aident à pouvoir regarder des nuances dans toute cette complexité. On arrive peut-être doucement au bout de notre entretien. Est-ce que sur le Covid, il y a encore des choses que tu voudrais rajouter on est un peu dans bilan et perspective. Finalement, tu nous as dit bon, bah, c'était pas si grave, mais en même temps, on a réussi à nous faire croire que c'était grave par des indicateurs faux. On a réussi à nous pousser à certaines actions politiques, à déstabiliser l'ensemble de notre société sur des indicateurs qui sont faux. Cette question risque de se reproduire, non? Enfin, cette situation risque de se reproduire? Mais elle est déjà là depuis très longtemps. C'est-à-dire que, bah, notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se battent contre l'adoption du texte OMS de la perte de souveraineté des États sur la gestion des dites épidémies, dont je vois pas trace, hein, très clairement. Mais bon, comme ce sera l'OMS qui décidera, maintenant ça s'appelle une épidémie, maintenant vous obéissez, bah, c'est plus simple. Ouais, mais ce que je dis aux gens, c'est que ça fait très longtemps que ce système est en place et qui concerne pas du tout que la santé. Donc les gens, ils sont sensibles parce que la santé, ça les touche et donc ils ont envie, on va dire, de garder une certaine maîtrise, de souveraineté sur leur corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des organes internationaux qui gèrent chacun un pan de la vie, notamment le FMI par exemple, puisque moi je m'intéressais plutôt à l'économie, fonctionne exactement pareil et hyper prescripteur sur des questions aussi graves que toute l'économie d'un pays. Je dis bien aussi grave parce que de par les décisions économiques, on fait beaucoup plus de morts que ce que peut faire l'OMS avec des décisions médicamenteuses, hein. Et sur tous ces aspects, les gouvernements sont demandeurs d'avoir des instances supranationales qui vont les dédouaner de toute décision. C'est-à-dire qu'en permanence, ils peuvent se cacher derrière, voilà, des organes supranationaux qui savent mieux qu'eux, qui réfléchissent mieux en disant, bah, nous, on applique les directives de tel ou tel truc. Il y a le FMI en économie, il y a la FAO pour les questions d'agriculture, enfin, que sais-je, les tribunaux de commerce, mais tous ces organes supranationaux permettent aux politiques de se dédouaner, d'appliquer des trucs en disant c'est pas nous, en étant très contents. Bon, les gens parlent de l'Europe, mais c'est pas que ça, hein. Tous les organes de l'ONU, c'est pareil. L'OMS n'en est qu'un parmi tout un tas de choses qui gouvernent tous les pans de la société. Donc, il est temps de s'intéresser, de se dire, il n'y a pas que l'OMS, il n'y a pas que les questions de la santé, mais toutes les questions de notre vie, de la société, méritent d'être posées, et de regarder les organes supranationaux et de se rendre compte qu'au bout, ceux qui financent tout ça, c'est les mêmes, hein, sur la totalité des organes, les lobbies, etc. On a toujours les mêmes personnes au bout. Et donc voilà, ouvrir un peu ses chakras. Là, je me mets doucement à la question du climat, de la température, où bah, je ne vais pas faire autre chose que ce que je fais jusqu'ici. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai reçu des gens qui ont un point de vue un peu différent du mainstream, ou même complètement opposé, mais la démarche qui va suivre, c'est que je vais prendre les données là où je les trouve, si elles existent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées avec des données qui n'existent pas. Mais voilà, prendre les données qu'on a et puis essayer de commencer à travailler dessus pour voir ce qu'on voit de manière, on va dire, honnête et sans préjugés. Donc tu t'intéresses de plus en plus à cette question climatique.
en essayant de remettre des bons indicateurs, en tout cas en discutant certains indicateurs, la température, le CO2, est-ce que ce serait pas assez proche du R0 et de la positivité des tests? Finalement, la science du climat ressemble à la science du Covid à de nombreux égards. Pour autant, ça ne veut probablement pas dire qu'on n'a pas de problème environnemental ou dans notre relation du néolibéralisme capitaliste mondialisé avec la nature et le vivant, sur lequel on est en prédation en permanence et en train de tout détruire. Tu nous dis aussi au fond que le Covid, c'est un symptôme d'une maladie plus globale, qui est cette déresponsabilisation de nos élites au travers d'instances supranationales sur lesquelles vous n'avez aucune prise et dont vous ne maîtrisez pas la décision et qui maintiennent des politiques à la fois sociales, sociétales et économiques qui poursuivent des objectifs d'enrichissement de quelques-uns, qui se trouvent à peu près tous vers Genève. Hein, vous irez voir, il y a un quartier où il y a à peu près toutes ces instances. Et eux se sont sortis enrichis. Encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, mais follow the money, suivez l'argent. Qui est-ce qui s'est enrichi dans cette crise? Sûrement pas vous, sûrement pas moi, sûrement pas votre beau-frère vacciné, mais quelques personnes qui, bizarrement, ont eu pignon sur rue. Alors, pour beaucoup de gens, c'est un peu... c'est trop gros à voir, c'est trop dur, c'est trop grand, et ils préfèrent pour certains le déni, préfèrent l'oubli ou la dépression. Est-ce que toi, tu as le fait de regarder tout ça en face te donne plutôt de la niaque de lutter contre, ou bien c'est désespérant? Comment tu vois ça? Non, Et qu'est-ce c'est que pas les des... gens peuvent faire individuellement? Juste ne pas se laisser faire, c'est tout, ça suffit. Tu sais, j'aime bien rappeler que on a été piloté aussi par des sondages. Hein. La somme d'argent dépensée par le gouvernement en sondage pendant toute la crise, elle est colossale. Ce qui veut dire que les mesures qui ont été imposées, d'abord, ils vérifiaient que ça allait passer dans la société, voire que les gens les réclamaient. Et que la merde s'est arrêtée, le pass sanitaire s'est terminé quand ça commençait à grogner très fort et que les gens en avaient marre. C'est tout. Il s'est pas passé autre chose. Je vais dire aussi, du point de vue des soignants suspendus, que s'il y avait eu plus de 5%, enfin, ou peut-être 10 ou 15, peu importe, mais si la masse de soignants qui n'avaient pas accepté ce qui se passait avait été un poil plus grande, ça serait jamais arrivé. Hein. C'est la force du refus collectif qui fait que ça n'arrive pas. D'ailleurs, bon, il y a des gens qui ont fait le choix, on va dire, de piquer à côté tout en restant dans le système médical. Ce qui peut être positif si on considère que le gouvernement serait allé jusqu'au bout, mais si on commence à envisager que, avec quelques petits pourcentages de plus de soignants qui refusent, ça serait jamais arrivé, chacun doit aussi prendre ses responsabilités et puis se dire, voilà, à quoi je participe et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour éviter que ça arrive. Là, en l'occurrence, je pense que juste le fait qu'on se prenne conscience petit à petit qu'on est gouverné, alors tu as parlé des fact-checkers qui sont payés par le gouvernement, et il y a tout un tas qui sont même pas payés. Hein. C'est juste des abrutis, vraiment. Ou bien des gens qui sont là parce qu'ils rencontrent ils se font caresser dans le dos, mais ils reçoivent même pas de pognon. Hein. Ils se font à peine caresser dans le dos en leur disant que c'est bien, et ça leur suffit. Hein, ce qui est un niveau de toutouisme qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Bon, et puis voilà, en effet, comme tu l'as dit, sur tous les aspects de la société. Il y a des gens qui ont le réveil difficile, on va dire, qui peuvent se réveiller sur un aspect, notamment l'aspect de santé, mais qui vont rester bloqués sur les autres en se disant non, mais ça c'est trop gros. On parlait des aspects du climat. Il y a beaucoup de gens qui ont compris les aspects Covid, à quel point c'était une connerie, mais voilà, qui toute discussion est fermée sur les aspects climat parce qu'ils se trompent, on va dire, de ce qu'on veut attaquer. Ce que moi je souhaite questionner, c'est la légitimité de la contrainte aux individus. Moi, je suis parfaitement conscient qu'il y a des multinationales qui détruisent la totalité de ce à quoi elles touchent pour faire du bif et qui sont absolument néfastes pour la vie en elle-même et de ce qu'il y a autour d'eux. Mais c'est pas du tout ce qu'est en train de faire la politique dite climatique ou environnementale. Ils sont en train de mettre des contraintes sur les gens et les gens ne sont absolument pas responsables et surtout même pas du tout de la quantité de CO2 de l'atmosphère. C'est des grosses. Si on considère que le CO2, même si on considère que le CO2 est un problème, il faudrait le prouver. C'est pas du tout les gens. Ce sont des multinationales qui tirent profit de l'extraction de tout un tas de choses et puis qui balancent tout dans l'atmosphère et pas du tout les consommateurs finaux qui s'autoflagellent actuellement en se disant c'est mal ce que je fais, vite mettez-moi des contraintes pour que je puisse pas acheter des trucs qui consomment du carbone ou pour empêcher de prendre l'avion. Mais ça c'est de la folie furieuse.
c'est encore une fois oublier de voir, regarder les statistiques, quelles sont les parts du consommateur final dans la production totale de déchets, de pollution, etc. Donc voilà, il y a petit à petit peut-être qu'on réussit à éveiller les gens, mais il y a une force du narratif qui est de les culpabiliser en permanence. Ça s'est fait sur les histoires de Covid en disant vous n'êtes pas responsable, si vous êtes malade c'est de votre faute, vous allez contaminer les autres, confinez-vous, portez un masque et puis ensuite faites-vous vacciner, c'est pour les autres. Et pour les aspects dits du climat ou de l'environnement, c'est pareil, hein, c'est de votre faute s'il y a de la pollution, tout ça, donc voilà, vous devez vivre comme un ermite et tout abandonner, mais laissez-nous nous faire du vif de notre côté, on est quand même nécessaire. Bon, au passage, on s'occupe rarement aussi du CO2 ou de la pollution émise par les zones de guerre, qui est c'est quand même assez fabuleux, et par toutes les armées dans le monde. Enfin bref, il y a voilà, le réveil est parfois difficile sur certains aspects, de se dire oui, finalement la totalité de la bien-pensance qui nous est donnée, le prêt-à-penser est complètement pourri et sert des intérêts particuliers. Ouais, donc finalement, l'enchaînement des catastrophes qui ne s'arrête plus jamais, quoi. Un terrorisme d'État et supranational qui nous entretient dans la peur et la culpabilité, la responsabilité individuelle à porter du poids du monde, avec justifiant toutes les dérives totalitaires et liberticides qu'on peut imaginer, avec des injonctions contradictoires. Vous êtes responsable du climat, en même temps, les gens vont à Davos avec leur jet privé. Vous êtes responsable individuellement du climat, mais vous n'avez pas le droit de faire un potager, de récupérer l'eau de pluie ou de vous débrouiller en autonomie par vous-même. Il va falloir en passer par des multinationales et des abonnements qui vont bien. Donc on sent bien que toute notre société est malade, et je suis content que tu insistes sur cette idée de la prise de conscience collective. Dans tous les textes sur les révolutions, il s'agit d'abord d'une prise de conscience avant l'action. Et une fois que la prise de conscience est faite, l'action se met en marche, et elle commence d'abord par une non-action, le non-agir, le boycott, dire non. Et je rappellerai que sur les soignants suspendus et le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants en Guadeloupe, ça ne s'est pas passé parce que les gens ont dit non. Simplement. Et qu'il est finalement très facile de dire non à partir du moment où on se réunit, où on se serre les coudes et on arrête de se tirer entre les pattes les uns des autres. Je pense que c'est un des enjeux importants dans la période qui nous occupe. Le but du pouvoir est de nous diviser, de nous séparer sur des prétextes futiles X ou Y, parce qu'on pense pas exactement pareil les choses. Mais je pense que sur l'ensemble, on est plutôt d'accord sur qui est-ce qui est dangereux et qui est-ce qui ne l'est pas dans notre société. Luttons ardemment contre ces gens-là plutôt que de lutter les uns contre les autres. Voilà. Merci d'insister là-dessus. Je te laisse une phrase de conclusion ou nous ouvrir sur d'autres sujets. Tu reviens à tes premières amours progressivement, l'économie. On sent petit à petit qu'on va se faire rincer, qu'on va se faire bouffer notre épargne, qu'on est en train de nous expliquer que notre société est en banqueroute et que c'est nous qui allons payer, selon le célèbre adage qui avait eu lieu en 2008 déjà de la privatisation des profits et la mutualisation des pertes. Est-ce que tu sens que ce mouvement-là? La première vidéo que j'ai faite sur cette escroquerie Covid-19, ça s'appelait Coronavirus qui va payer, hein, en février 2020. Et donc là, on y est, c'est-à-dire qu'on prend, disons, on a pris les gens en otage, et même on les a soudoyés, c'est-à-dire qu'on a corrompu toute la population en faisant couler du pognon à flot, des centaines de milliards d'euros, basés sur rien, hein, c'est de la monnaie de singe créée pour l'occasion. Et aujourd'hui, on dit, ah oui, du coup, maintenant, il va falloir rembourser. C'était couru d'avance dès février 2020. C'est le coup qu'ils font à chaque fois. Donc, on va se servir. Évidemment, les autorités vont se servir de ce qu'on appelle la dette, hein, qui est une fausse excuse d'ailleurs, mais voilà, de cette excuse-là pour rincer les gens. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont se réveiller. Mais il va falloir penser qu'on s'est laissé corrompre. D'ailleurs, moi aussi, j'étais confiné, j'étais même content. J'ai un jardin avec des enfants, ça s'est bien passé, hein. Donc je me suis pas défendu à l'époque pour qu'on m'empêche de me confiner et voilà d'être content avec mes enfants dans mon jardin, alors que j'aurais dû le faire. Mais bon, voilà. Donc ça, je considère que j'ai été corrompu aussi à ce moment-là par ce qui m'était proposé. Mais du coup, maintenant, évidemment, ça sert d'excuse à dire que maintenant, il va falloir faire des économies, il va falloir tout bousiller pour rembourser ça. Voilà. Mais tu l'as dit, il y a une phrase, j'arrive plus à retrouver qui l'a dit, c'est pas Lewis Carroll ou bref, qui a dit voilà, la vérité ça commence par avoir le droit de dire que 2 plus 2 égale 4 et le reste ça en découle. C'est pas tout à fait ça la phrase, mais voilà. Donc si au moins on pouvait commencer et continuer collectivement à se poser des questions, à discuter pour déclencher une prise de conscience sur les différents aspects de la société, voilà, continuons ce qu'on fait tous, à nous informer, à vouloir discuter avec les autres. Et puis en effet, il n'y a que comme ça qu'on peut, pas forcément renverser la table, mais au moins résister, comme en Guadeloupe,
à ce qui nous est imposé, c'est déjà pas mal. Ouais, d'autant qu'il y a peut-être pas besoin de renverser la table. Au fond, c'est un travail lent, patient, qui va peut-être occuper l'espace entier d'une vie de reconstruire une société sur des bases plus saines, alors qu'elle est complètement corrompue et frelatée. Donc bon, bah avec patience, méthode et détermination, sans peur, il s'agit d'affronter tout ça et de passer et de survivre surtout, survivre à travers tout ça. Et pour ça, il y a besoin de se serrer les coudes. Mon grand-père, qui était général de corps d'armée, m'avait dit le but c'est pas de vaincre l'ennemi, le but c'est de survivre. Je pense que là, il n'y a pas d'ennemi à vaincre. L'ennemi est en train de se vaincre lui-même, quoi. Il n'y a même pas besoin d'en faire plus, quoi. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez retrouver une interview qu'on avait fait, enfin une conférence qu'on avait fait avec Jean-Michel Servet, qui est ingénieur monétaire et historien de la monnaie, sur la question de la dette Covid. Il y a plus de 2 ans maintenant, dans la série Prenez place sur YouTube. Donc, vous tapez Servet, Servet, Fouché, Prenez place sur YouTube, vous allez retrouver ça, où on discutait déjà, en fait, voilà, cette question de qui va payer à la fin, quoi. Dette de Covid, dette de guerre, conséquences de tout ce qui est en train de nous arriver. Bon, voilà, il est temps de mettre votre argent à l'abri d'une manière ou d'une autre, ou de le réinjecter dans l'économie pour faire quelque chose de réel. Voilà. Un dernier mot, et puis on se laisse, ça te va? Merci C'est beaucoup, Pierre. parfait. Bah, écoute, merci à toi et puis oui, en tout cas sur cette, note, enfin, voilà, je pense que la note doit être positive, c'est-à-dire qu'en effet, l'important c'est de continuer à faire ce qu'on fait, tu l'as dit, de survivre, mais de vivre et de pas se laisser, emprisonner et juste de vivre en se posant des questions, en participant à la vie citoyenne comme on le fait, en discutant avec les autres et je pense que c'est ça qui est important, il faut juste continuer.